Alors, nous accueillons à présent Marie Romero. Alors, bonjour à tous. Alors, bonjour, donc je n'ai pas de PowerPoint, je vais vous faire une présentation donc sans PowerPoint. J'espère que vous allez arriver à me suivre sur un temps assez record. Pour synthétiser mon propos, donc oui, Marie Romero, donc j'ai été chargée, donc je suis sociologue, j'ai été chargée d'une mission de recherche pour la PJJ sur la prise en charge des mineurs auteurs de violences sexuelles. Donc mon propos va s'appuyer principalement sur les résultats de mes travaux, donc à la fois sur des entretiens avec des professionnels et la reconstitution de 71 parcours de mineurs auteurs de violences sexuelles, donc qui ont été suivis par la PJJ et qui ont bénéficié d'un dispositif spécifique. Donc il m'a été demandé de répondre à la question suivante: quels sont les modes d'accompagnement éducatif dans les mesures judiciaires et extrajudiciaires qui sont préconisés pour les mineurs AVS? Bien évidemment, là, mon propos s'appuiera essentiellement sur les mineurs, enfin même exclusivement d'ailleurs, sur les mineurs pour lesquels il y a eu une réponse pénale et parmi ceux qui ont une réponse pénale, ceux qui ont bénéficié d'un suivi par la PJJ, la PJJ étant chargée de la mise en œuvre des décisions judiciaires. Donc à savoir que les mineurs AVS représentent 6% de la population des mineurs suivis, un taux qui peut varier et monter jusqu'à 25% dans certains établissements, notamment de placement. Donc je commencerai par les profils très rapidement, puisque ça a été beaucoup abordé et dans les communications précédentes également, mais quand même souligner que les profils de mineurs AVS sont quand même différents des mineurs habituellement suivis à la PJJ, déjà par leur âge au moment des faits. Ils sont beaucoup plus jeunes, en moyenne ils ont 14 ans. Par leur profil aussi, leurs caractéristiques sociodémographiques, puisqu'ils sont issus de tous les milieux sociaux. Il n'y a pas de surreprésentation de milieux, on va dire, plutôt populaires, comme on trouve habituellement dans les mineurs suivis à la PJJ, et sont des jeunes donc assez inhibés, qui ont une faible estime de soi. On a parlé hier de jeunes plutôt insaisissables, donc qui amènent à toutes sortes de difficultés dans l'accompagnement individuel. Et par ailleurs, sont des mineurs primo-délinquants, donc qui ne sont pas du tout connus de la justice et qui sont scolarisés. Ça aussi, c'est une différence notable par rapport aux autres mineurs, où la question de l'insertion n'est pas centrale dans l'accompagnement de ces mineurs. On retrouve également des vulnérabilités multiples dans leur parcours que j'ai effectivement constaté dans l'étude de l'ensemble des parcours, donc les antécédents de violence, l'exposition précoce à la pornographie, les antécédents aussi de harcèlement, notamment à l'entrée du collège, ce qui pose vraiment un enjeu de repérage de ces victimations précoces et aussi un questionnement sur des prises en charge peut-être en psychotrauma pour ces mineurs. Alors, j'en viens à la question de l'accompagnement standardisé à la PJJ pour ces mineurs. Donc, il faut savoir que la majorité de ces mineurs AVS démarrent leur suivi pénal par une mesure de milieu ouvert. Cette mesure de milieu ouvert peut consister en une mesure d'investigation, une mesure éducative ou de sûreté. Donc ce sont véritablement les professionnels de milieu ouvert qui constituent le maillon essentiel dès la première mesure judiciaire, à la fois pour appréhender la problématique sexuelle, identifier les besoins du mineur auteur et orienter ou préconiser des prises en charge. Ceci étant, les professionnels sont confrontés à une multiplicité de défis dans leur prise en charge qui tiennent à la fois aux contraintes temporelles, donc on l'a évoqué, on peut rappeler les révélations tardives en justice, les délais d'enquête de police et de gendarmerie, les délais d'audiencement aussi en juridiction qui impactent la prise en charge. Et donc cette prise en charge éducative est souvent retardée. La première décision judiciaire qui va instituer le suivi pénal du mineur intervient en moyenne 1 an et demi après la plainte. Les délais judiciaires aussi sont également importants jusqu'au jugement. On est environ à 1 an et demi également en moyenne entre la plainte et le jugement, même si le CJPM a considérablement réduit ces délais puisqu'on est passé de 19 mois à 7 mois. Dans d'autres cadres de procédures, notamment je pense pour les informations judiciaires, les délais peuvent être beaucoup plus longs. J'ai certaines procédures qui ont été jusqu'à 5 ans de délai jusqu'au procès. Donc ce qui veut dire qu'on a quand même une part importante de mineurs qui arrivent majeurs au moment du procès.
D'autres difficultés également que rencontrent les professionnels qui sont assez démunis et peu outillés pour accompagner ces mineurs qui sont très rapidement confrontés aux limites de l'accompagnement individuel. Voilà, des mineurs qui sont parfois à l'arrêt dans la pensée, où le suivi pénal s'essouffle un petit peu. Donc la question du soin pénalement ordonné également rencontre des difficultés dans la mise en place, qui tient notamment aux effets un peu de réticence, de méfiance, parfois d'évitement des mineurs à entrer dans du soin ou même à adhérer. On parle d'adhésion plutôt de surface. Dans les mesures de placement aussi, puisque c'est une mesure, une modalité judiciaire qui peut être mise en œuvre. Les professionnels sont confrontés à une hypervigilance parfois, en particulier dans les établissements de placement collectif, avec une assignation identitaire à l'agresseur. Et enfin, dans l'accompagnement parental, qui est extrêmement complexe, les professionnels évoquent cette difficulté de raccrocher les parents, les familles, qui sont souvent en retrait, dans l'évitement et qui peinent à sortir de leur isolement, voire parfois de leur sidération. Donc des dispositifs spécifiques ont été donc pensés en réponse à ces nombreuses difficultés dans l'accompagnement individuel de ces mineurs. Alors il en existe très peu en France, hein, ça a été déjà dit, je le confirme, très peu, et donc peu de mineurs suivis à la PJJ ont eu la possibilité de bénéficier de telles prises en charge. Ceci étant, ce sont des dispositifs qui proposent des accompagnements assez inédits et qui donc sont intéressants à ce titre de questionner de quelle manière ont été orientés ces mineurs et quelles sont leurs modalités, quels enjeux posent ces prises en charge. Donc 3 types de dispositifs ont été distingués: le dispositif de groupe mineur-auteur, le dispositif d'AMO spécifique et le dispositif de justice restaurative, à savoir que sur l'ensemble des parcours que j'ai pu étudier, tous les mineurs ont été orientés avant leur jugement, donc on est vraiment sur la phase présententielle qui constitue un enjeu très important dans le parcours de ces mineurs. Le groupe thérapeutique ou psychoéducatif, son principe fondamental, c'est quand même l'accompagnement d'un collectif de mineurs sur un temps qui peut être assez court, quelques séances un peu plus longues, mais en tout cas clairement identifiées, qui peut aller jusqu'à 7 mois, qui est vraiment adossé au suivi pénal du mineur, que ce soit dans le cadre de mesures de sûreté des contrôles judiciaires avec obligation de soins ou de mesures éducatives et parfois même de réparation en alternative aux poursuites. Donc l'objectif, c'est vraiment de réduire l'isolement, favoriser la verbalisation, travailler la responsabilisation et préparer au jugement avec un temps optimum qui a été repéré, qui est celui d'intervenir au plus près de la révélation. Le dispositif d'AMO spécifique est un dispositif très innovant qui ne correspond pas du tout aux mesures classiques habituelles d'AEMO, puisque celui-ci n'intervient que et uniquement si une procédure pénale a été ouverte pour des violences sexuelles sur mineurs. Oula, 2 minutes. Et donc, l'intérêt, c'est d'un temps long, puisque la moyenne est environ de 2 ans et demi d'intervention dès la révélation, qui permet vraiment de travailler, de prendre le temps dans l'accompagnement, en particulier dans les situations d'inceste. Et le dispositif de justice restaurative, donc, qui est une mesure extrajudiciaire, qui n'est pas une mesure ordonnée par un magistrat, consiste généralement dans des médiations restauratives entre auteurs et victimes, si les conditions effectivement sont requises, qui nécessitent là aussi un temps plutôt long. On est plutôt en moyenne sur 1 an d'accompagnement, avec tout un protocole d'accompagnement préalable, d'entretien, pour instaurer un espace de dialogue qui ne débouche pas systématiquement sur une rencontre. Alors, les enjeux transversaux et les recommandations, pour terminer, c'est bien évidemment la coordination des acteurs. Donc, Sandrine l'a évoqué à l'instant, c'est pour assurer une continuité et une cohérence dans la prise en charge éducative. Les enjeux sont importants pour faire coordonner ces différentes interventions. Et en matière de prévention de la récidive, on peut retenir l'intervention précoce au plus près de la révélation en justice, le repérage et l'identification d'un statut de victime. On a vu au niveau du parcours de vulnérabilité de ces mineurs, peut-être dès le prononcé des premières mesures judiciaires et en particulier des investigations, notamment je pense au MJ, mais aussi au recueil de renseignements socio-éducatifs. L'accompagnement à la parentalité, j'en ai parlé, mais de donner une place entière aux parents, ce qu'ont pu proposer certains dispositifs, de groupes de parole de parents notamment. Et puis, je voudrais aussi souligner l'importance de la prise en charge, alors on l'a dit, des mineurs de moins de 13 ans, évidemment, mais aussi la prise en charge des situations d'inceste, qui représentent quand même près de la moitié des mineurs AVS qui ont été suivis à la PJJ.
et qui nécessitent là aussi une prise en charge spécifique et qui m'amène peut-être à poser un débat sur la question du soin, à savoir est-ce qu'il ne faudrait pas penser la question du soin autrement et sortir de l'idée que l'on est efficace que si on oriente vers du thérapeutique. Pourquoi pas peut-être penser le soin dans des mesures de protection comme des AEMO. Et juste une ligne sur la perspective. On manque de connaissances scientifiques, ça c'est vraiment important. En tout cas d'études d'impact, bon, à l'image de ce qui a été fait par exemple au CEF de Guadeloupe, ça a été d'ailleurs dit hier dans les échanges, hein, le programme PASSIS, qui peut être très intéressant parce que voilà, les mineurs placés bénéficient aussi de certains programmes spécifiques et c'est bien de le souligner car c'est important, ou aussi dans les établissements plus diversifiés, les UHD. Voilà, là j'ai eu l'occasion d'apprendre qu'un dispositif avait été mis en place spécifique sur l'accompagnement de mineurs placés et je tenais aussi à le souligner donc, pour déployer ces recherches. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, la parole à la Commission. Oui, merci beaucoup pour votre intervention et ce panorama que vous avez bien voulu faire. Vous semblez exprimer le fait que c'est intéressant qu'il y ait des programmes d'accompagnement spécifiques. Est-ce qu'une généralisation sur l'ensemble du territoire pourrait être une réponse et comment le favoriser? Alors, mon propos n'est pas de dire qu'il faut généraliser des dispositifs spécifiques, ça serait une pression assez énorme pour les professionnels qui n'en disposent pas. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas rester seul dans les accompagnements individuels et c'est ce qui a d'ailleurs amené la construction de dispositifs à pouvoir penser à plusieurs, en pluridisciplinarité, d'autres modalités de prise en charge. Donc je pense que la question va vraiment se poser sur le partenariat, notamment avec les CRIAVS par exemple, avec d'autres structures. Ça peut être de planning familial, ça peut être des associations d'aide aux victimes, comme dans le cas de la justice restaurative. Mais l'idée, c'est pas de dire il faut généraliser des dispositifs spécifiques, mais il faut mieux identifier les besoins des jeunes et donc apporter une réponse adaptée à ces besoins selon l'âge, selon la gravité de l'affaire, etc. Et surtout développer un maillage partenarial. Parce que voilà, les territoires qui ont construit ces dispositifs ont véritablement impulsé une dynamique partenariale. Les professionnels ont développé forcément des compétences beaucoup plus importantes en matière d'accompagnement de ces mineurs. Et je pense que ça peut être à la portée d'autres territoires. Bon, encore faut-il évidemment qu'il y ait des moyens, qu'il y ait ces espaces. À titre d'exemple, les professionnels qui interviennent dans les groupes de mineurs auteurs ne sont pas tous déchargés de temps de travail sur leur suivi de mineurs PJJ. Donc ça veut dire que c'est du temps qu'il faut en plus. Donc voilà, tout cet ensemble, je pense que c'est nécessaire de le regarder avec un peu de hauteur pour voilà, ne pas être dans l'idée de dire il faut spécifier. Le propos, c'est plus il faut élaborer, construire ensemble, vraiment, et créer des espaces de réflexion, des espaces d'intervention différents. Merci. Bonjour, je suis Bérangère Dupont. Bérangère Dupont, je suis de la Maison des droits des enfants et des jeunes à Toulouse. On a un service de médiation familiale. On a été très largement encouragés par la CAF et la justice, qui sont nos principaux financeurs, pour développer de la médiation familiale en milieu carcéral. Donc il se trouve qu'on n'en parle pas du tout ici, mais je trouve que c'est quand même important parce que c'est tout nouveau et qu'on ne sait pas trop non plus comment ça va évoluer. Mais ça a un avantage important, c'est que c'est gratuit pour les personnes, que globalement, dans les temps difficiles actuels, c'est important de pouvoir s'appuyer dessus, que d'un point de vue de la place des parents et des objectifs aussi qu'il peut y avoir sur l'accompagnement des jeunes, c'est pas spécifique aux violences sexuelles, mais ça peut tout à fait avoir sa place. Et il se trouve qu'à Toulouse, donc, on a fait une formation spécifique pour les médiateurs familiaux, dans laquelle nous avons invité des professionnels de la PJJ à participer à la formation et une convention avec le PM, de l'AVOR en l'occurrence, donne quand même des belles pistes d'avenir pour la mise en place de médiation familiale.
Oui, alors typiquement, ça c'est exactement, voilà, c'est une possibilité qui peut être offerte à des professionnels qui accompagnent, je pense notamment dans les médiations familiales. Je ne sais pas si ce sera le cas pour vous, mais je pense aux médiations de fratrie, qui concernent quand même une grande part des mineurs auteurs qui sont accompagnés. Les professionnels sont souvent confrontés à ces difficultés lors des séparations de fratrie. C'est comment est-ce qu'on reconstruit du lien, comment est-ce qu'on répare ce lien. Parfois, les mineurs peuvent être en demande aussi de recontact avec la fratrie. Donc, je sais que certains dispositifs ont proposé, notamment les dispositifs d'AMO spécifiques proposent ce type de médiation fratrie en fin d'accompagnement, fin de parcours, et avec toutes les précautions évidemment sur les questions d'emprise, mais et aussi en fin de process de la procédure pénale, donc après le procès ou le jugement. Et d'autres dispositifs proposent également des groupes de parole pour les parents qui puissent aussi sortir de leur isolement. Notamment, je pense à Martinique, qui a proposé en parallèle du groupe pour les mineurs auteurs, un groupe de parole pour les parents et qui a très très bien fonctionné. Les parents étaient très en demande. Voilà. Donc, toutes les initiatives telles que la vôtre qui peuvent être faites dans ce sens et avec un partenariat avec la PJJ sont indispensables, effectivement. Merci. Oui, bon, merci pour cette présentation, Martine Malençon. À l'heure de la généralisation des dispositifs de soins et des parcours de soins, santé protégée notamment, pour les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pourriez indiquer sur la généralisation aussi de ces parcours en santé à destination des mineurs auteurs de violences sexuelles ? Alors j'en parlais un petit peu, j'en ai parlé rapidement. Ce sont des mineurs qui ont des parcours de vulnérabilité très importantes. Dans la population des mineurs suivis à la PJJ, il y a certaines études qui montrent qu'il y a 5 fois plus de risques de victimisation chez ces mineurs. Donc oui, ça pose aussi la question de la prise en charge psychotrauma pour ces jeunes. Ça pose la question des conditions d'audition de ces mineurs-là. Est-ce qu'on les oriente vers des UAPED ou pas ? Voilà. Des protocoles d'audition. Oui, il y a une vraie question à poser concernant cette singularité de ce public, notamment les plus jeunes, je pense, bien sûr, et puis quand même dans les situations d'inceste où on retrouve des jeunes qui sont parfois complètement sidérés, qui arrivent à l'audience de culpabilité sans possibilité de dire quelque chose, qui sont dans une sorte ça a été évoqué, cette absence de pensée, de sidération. Oui, il y a une généralisation sur les parcours et il y a quelque chose à penser aussi, ce que je l'ai vu, les terrains m'ont beaucoup rapporté, c'est cette problématique-là, des ruptures de parcours de soins, notamment lorsque les enfants sont placés ou sortent de placement. Dans les SSJ, alors il y en a très peu, pardon pour les sigles, les suivis socio-judiciaires, le problème d'avoir un médecin coordonnateur qui retarde énormément la prise en charge. Donc oui, il y a du boulot, je crois, de ce niveau-là. Alors, 1 minute et demie pour la question et la réponse. Bonjour. J'ai une question un peu bizarre, mais est-ce que dans le cadre de la PJJ, on pourrait imaginer la mise en place de thérapies multisystèmes comme cela se fait notamment aux États-Unis, avec une intervention au sein de la famille, avec l'adolescent pour les parents, et une coordination entre soins et justice ? Parce que du coup, du côté du soin, ça paraît assez compliqué, mais toute la structure judiciaire, la MJ, toutes les mesures pourraient être des cadres a priori, en tout cas pour quelqu'un de l'extérieur, qui pourrait permettre ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est-à-dire avec les parents ou du thérapeutique C'est plutôt du socio-éducatif. D'accord. Alors, c'est du thérapeutique au sens américain où ça fait aller mieux, quoi. Alors, je suis passée très très vite et j'en suis désolée parce que c'est vrai que ça existe en fait déjà. Notamment, on le retrouve dans le cadre des dispositifs de groupes thérapeutiques. Donc, ce sont des groupes qui sont adossés à des structures hospitalières. Et ces dispositifs de groupe proposent une prise en charge en groupe aux mineurs auteurs et en parallèle un suivi thérapeutique individuel, une prise en charge aussi pour les parents. Il peut y avoir des entretiens familiaux et avec un accompagnement au long cours. Donc
Donc ça existe, et oui, bien sûr, ça pourrait être encouragé dans d'autres cadres que le groupe, dans le cadre d'un, on pourrait imaginer, pourquoi pas, dans les modules de mesures éducatives, des modules de santé. On pourrait imaginer notamment dans les situations d'inceste, pourquoi on ne penserait pas à un partenariat avec une structure hospitalière qui propose des accompagnements familiaux sur un temps précis. Voilà, ça pourrait être une possibilité. Merci.